Bonjour, donc Farida Poulain, directrice générale du campus cyber, nouvellement nommée il y a 4 mois. Voilà, vous savez tout. Eh bien, félicitations et puis bienvenue dans cette table ronde. Hakim Oural, vous êtes membre du collège ARCEP. L'ARCEP qui est donc qui est l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la presse, et depuis la loi SREN, du cloud, notamment sur l'interopérabilité et la portabilité. Véronique Turner, vous êtes présidente de Numéum, c'est le syndicat patronal et l'organisation des professionnels du numérique. Bienvenue à vous également. Merci. Et juste pour information, là, c'est 2500 entreprises qui sont adhérentes de Numéum. Il y en a de nombreuses qui sont représentées aujourd'hui ici au forum. Merci beaucoup. Joséphine Staron, vous êtes docteur en philosophie, analyste senior géopolitique et questions européennes. Bienvenue également. Et Virginie Tournet, vous êtes directeur de recherche au CNRS dans le domaine des sciences du politique depuis 2016. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je voudrais qu'on parle depuis hier des dépendances. On a entendu beaucoup de différentes définitions de ce que ça veut dire exactement, ces dépendances technologiques. Je voudrais quand même qu'on revienne dessus. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Et c'est vraiment une définition qui va peut-être varier selon les acteurs, si on est un groupe privé à l'international ou si on est un acteur public. Donc comment est-ce que vous abordez ce thème de la dépendance technologique ? Eh bien, on va commencer avec vous, Farida. Je démarre. Merci beaucoup pour la question. Alors sur le sujet de la définition de la dépendance, qu'est-ce qu'on entend exactement par là ? Je pense que parfois on a une vision un peu simpliste de ce sujet. Nous vivons dans un monde interconnecté, c'est comme ça. L'interdépendance, me semble-t-il, est normale. Ce n'est pas un problème en soi. Je pense que le sujet n'est pas d'éliminer les dépendances, c'est de les maîtriser. D'ailleurs, la thématique du salon le prouve. La souveraineté, on parle souvent de souveraineté et de dépendance. Je pense, d'une conviction profonde, que c'est la capacité à maîtriser ces dépendances et non les subir. Une dépendance devient problématique, je pense, lorsqu'elle vous retire la capacité d'arbitrer, donc de choisir les standards, de choisir nos partenaires, de choisir nos trajectoires technologiques et notre niveau de risque. Être souverain, pour moi, ne signifie pas produire tout soi-même. Cela signifie identifier ce qui est stratégique et en conserver la maîtrise. Donc en résumé, je dirais que la souveraineté n'est pas l'autarcie, c'est la capacité de choisir ses dépendances. Hakim. Oui, je ne vais pas être très novateur. Je pense qu'on commence à entendre les mêmes messages, et ce qui est bien, c'est qu'on sent que tout le monde s'accorde. Tout à fait, je pense qu'effectivement, et c'est bien que d'ailleurs, j'en suis ravi qu'on partage tous ici dans la salle et en ligne et dans ce formidable campus qui est l'Agora, qui est InCyber Europe. Pour moi, les dépendances, évidemment, vu de l'ARCEP, qui est une autorité neutre, vous savez, qui régule le marché, notamment du cloud, avec ses enjeux de dépendance à des grands acteurs, notamment américains. Pour nous, la dépendance, c'est de capacité à faire monter des entreprises européennes parce qu'on rendra le marché loyal. Et ça, c'est absolument fondamental. Dès lors où le marché est loyal, je le dis devant Numéum qui ne fait que ça toute la journée, de faire en sorte que tout le monde ait la même chance, c'est de faire en sorte qu'au fond, nos entreprises qui sont talentueuses, on l'a évoqué précédemment dans le cadre des prix aux startups, qui inventent l'avenir, qui pensent à des projets dans le numérique dans les 10, 15 ans, 20 ans à venir, ne soient pas confrontés à la puissance de frappe qui est souvent liée à la capacité d'investissement de grands groupes internationaux. Notre rôle à l'ARCEP, c'est vraiment de rendre ce marché loyal, de faire émerger des talents, de faire émerger des entreprises dans une règle du jeu qui soit la plus solide possible, et c'est ça la régulation. Et c'est vrai que, et pardonnez-moi cette digression, mais l'élu que j'ai été pendant 15 ans à la métropole de Lille, comme vice-président au numérique et maire adjoint de Lille, où on a, avec mes complices, notamment le général Vintin-Angoire, inventé ce temps de réflexion, d'intelligence collective et de partage. Je pense qu'au fond, moi, ce que je constate depuis ces années, 18 ans presque, on peut considérer que la France, elle est à ce rendez-vous-là. On peut toujours s'autoflageller considérant que c'est difficile, qu'on a une problématique évidemment de moins-disance par rapport aux Américains, mais vraiment, il y a une vraie énergie, une vraie puissance et une vraie envie de nos entreprises, et ça, c'est une grande fierté. Véronique. Alors, je suis assez alignée sur les définitions qui viennent d'être données, donc je ne vais pas les réexprimer avec d'autres termes, mais peut-être essayer de porter une vision un peu plus holistique, parce que je crois que ce qui est important, c'est de ne pas siloter nos sujets. Et je crois qu'aujourd'hui, sur le numérique, on doit embrasser 3 dimensions. La compétitivité, la résilience et la responsabilité. Alors, les dépendances technologiques, c'est un des thèmes dans la résilience.
Mais ce qui me paraît important, c'est qu'on ne peut pas aborder une thématique sans adresser en fait les deux autres. Et quand on parle de résilience, on va parler, alors ici, au Forum InCyber, on en parle beaucoup, c'est les cyberattaques. Et donc la cybersécurité, rappelez bien que ce n'est pas une dépense, mais que c'est une prime d'assurance pour assurer la continuité de nos activités. Évidemment, il y a aussi les compétences, on en parle moins, mais c'est aussi un sujet de résilience et un sujet de compétitivité et un sujet de responsabilité. Et puis, évidemment, il y a les dépendances technologiques qui sont évidemment un sujet également de résilience. Et aujourd'hui, il faut constater qu'en France, en Europe, on a aujourd'hui des dépendances qui nous fragilisent. Et donc, il est important... Ils sont devenus asymétriques. Exactement. Ouais. Joséphine Staron, est-ce que vous voulez rajouter aussi? Oui, alors je ne rajouterai pas à la définition, mais peut-être une vision un peu historique de pourquoi en fait on en est là. arrivé à se poser ces questions sur la dépendance, les dépendances asymétriques, comme vous disiez. C'est intéressant de revenir aux pères fondateurs de l'Europe, parce que finalement notre marché il est organisé aujourd'hui sous forme d'un marché intérieur. C'est le marché européen qui structure et qui est d'une certaine manière responsable peut-être de ces dépendances asymétriques, mais pas à dessein. J'ai envie de rappeler quand même que ce qui a structuré la construction européenne, c'est la vision de Montesquieu, qui est devenue une vision du fonctionnalisme qui a présidé à la construction de toutes les instances internationales, qui était de dire nous sommes tous dépendants les uns des autres, nous sommes tous interdépendants. Et donc plutôt que d'avoir à subir ces interdépendances, choisissons-les prudemment, de manière avisée, et transformons progressivement ces interdépendances en solidarité. La question aujourd'hui qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on a passé ce dernier cap? Ce cap que voulaient nous faire passer les pères fondateurs, qui était d'interdépendance choisie, volontaire, à une véritable solidarité structurelle. Et je pense que nous n'y sommes pas parvenus encore, puisque nous n'avons pas un marché intérieur finalisé, achevé, sur un certain nombre de domaines, et qui donc forcément nous positionne aujourd'hui dans une asymétrie des dépendances ou des interdépendances, puisque les choix qui ont été faits au fur et à mesure des années, et surtout depuis la fin des années 80 et 90 en Europe, ces choix de dépendance n'ont pas été faits en fonction, je dirais, de l'intérêt général ou d'une vision de très long terme, mais plutôt d'une vision de la mondialisation heureuse, une vision presque un peu utopique, naïve, de la mondialisation qui correspond à un contexte historique et qui aujourd'hui pose question. Vous diriez qu'on est dans un réveil un peu difficile peut-être de cette... On se réveille depuis un moment, on se réveille progressivement depuis 2001. En tout cas, les États-Unis sont très bien réveillés depuis le 11 septembre 2001. Nous, il a fallu attendre la crise sanitaire en 2020, la guerre en Ukraine et la juxtaposition des crises que nous vivons depuis 6 ans maintenant. On peut même revenir à la crise économique et à la presque faillite de la Grèce, la crise migratoire de 2015, etc. Donc ce cycle interminable de crises dont on ne sortira probablement pas avant un long moment nous questionne sur cette stratégie qui n'a probablement pas été gagnante, en tout cas avec le recul qu'on a aujourd'hui. On peut dire qu'il faut changer de braquet et je pense que tout le monde est d'accord. Par contre, tout le monde n'est pas d'accord sur la manière de faire. On va y venir. Et enfin, Virginie Tournet. Oui, alors pour la scientifique de la vie politique, alors je rejoins tout ce qui vient d'être dit. Alors nos dépendances, c'est une réalité structurelle et historique de nos sociétés. Ce n'est pas une anomalie. Alors ce n'est pas non plus nécessairement une faiblesse géostratégique, notamment quand il s'agit de systèmes industriels qui sont complexes au niveau de la production des valeurs, c'est-à-dire quand on a des chaînes de valeur qui sont fragmentées en plusieurs étapes avec différents types d'acteurs, de technologies et différents territoires impliqués. Alors c'est vrai pour le numérique et c'est également vrai par exemple pour l'énergie, parce que vous avez différents niveaux, différents empilements qui sont interdépendants. Si vous produisez de l'électricité mais que vous n'avez pas de réseau pour la transporter, vous n'avez pas de système pour la stocker, pour la piloter, l'électricité, ça ne vaut rien. Et ben pour le numérique, on est exactement dans la même logique, sauf que la ressource brute, c'est la donnée. Donc, pour qu'elle puisse avoir de la valeur, pour qu'elle puisse faire un enjeu géostratégique, il faut pouvoir la faire circuler, il faut pouvoir la stocker, la traiter et l'exploiter.
Donc la puissance, l'autonomie, elle ne vient pas forcément de la ressource seule en tant que telle, elle ne vient pas de la donnée, mais elle vient de la capacité à faire fonctionner l'ensemble, c'est-à-dire notamment la capacité à organiser les flux de données numériques. Si vous subissez une cyberattaque, si vous subissez une ingérence étrangère dans vos processus électoraux, ou si vous avez un câble sous-marin qui est endommagé, vous ne maîtrisez plus les flux. Et quand les acteurs parlent de dépendance, il est souvent question en fait de ne pas maîtriser ces flux et d'être dans une sorte d'asymétrie ou de déséquilibre durable dans les rapports de force qui font qu'ils n'ont pas l'impression d'être pris en compte et qu'ils n'ont pas l'impression de pouvoir intervenir sur ces flux. Alors on sait qu'il y a différents types de dépendance, on a commencé aussi à en parler depuis hier, effectivement. Quelles sont celles peut-être qui fragilisent le plus l'Europe aujourd'hui ? Alors, moi, pour répondre à cette question, je ne vais pas lister ces dépendances, je ne vais pas faire un inventaire à la Prévert, mais je vais peut-être plutôt essayer de répondre en m'interrogeant à savoir qu'est-ce qui fait que nos dépendances numériques sont spécifiques et sont peut-être à distinguer par rapport aux autres types de dépendances industrielles classiques. Et là encore, je pense que l'analogie avec l'énergie, elle est particulièrement parlante, parce que nos dépendances vis-à-vis de l'énergie, elles sont visibles, elles sont matérielles et elles sont négociables. C'est-à-dire qu'en fait, elles reposent sur des ressources, le gaz, le pétrole, qui sont immédiatement liées à la géographie et au climat. Donc on est vraiment dans une géopolitique des lieux avec une ressource qui est directement déterminée par le territoire. Donc en cas de pénurie, la dépendance énergétique, elle est directement visible, perceptible, palpable. On le voit au niveau des prix, on le voit au niveau ensuite de la fabrication. Donc en fait, on est vraiment dans une dépendance d'approvisionnement, donc dans une dépendance qui est de nature transactionnelle. Alors que si on regarde les dépendances numériques, on voit qu'elles sont invisibles, elles sont structurelles et elles sont cognitives. Et là, on n'est pas du tout dans une géographie qui est subie, on est dans une géographie qui est construite. Et là, on est plutôt dans non plus dans une géopolitique des lieux, mais dans une géopolitique des acteurs qui sont dominés par les grandes entreprises, Google, Amazon, Microsoft. Donc, en fait, l'enjeu, c'est pas tant l'accès à la donnée que l'organisation de l'architecture du social. Donc, on passe finalement d'une souveraineté qui est matérielle à une souveraineté qui est de nature cognitive. Donc autant nos dépendances énergétiques, elles contraignent l'action, nos dépendances numériques, elles contraignent nos perceptions. Ouais. Donc ça passe par plein d'effets concrets, la dérégulation du marché de l'information, la polarisation des débats, les pertes de repères communs. Donc en fait, pour moi, le risque, il est autant dans le fait de dépendre des autres pour fonctionner concrètement que dans le fait finalement de dépendre des autres pour interpréter la réalité. Merci beaucoup. Véronique Turner, sur cette question, sur les différentes formes de dépendance, est-ce qu'il y en a une particulièrement qui, pour vous, fragilise plus l'Europe ? On pourrait citer un chiffre, parce tout n'est pas quantifiable aujourd'hui. Ouais. On n'a pas beaucoup d'études non plus, je dirais, sur les dépendances technologiques. Il n'y a pas d'études européennes importantes qui ont permis, en fait, de pouvoir, je dirais, chiffrer. Mais il y en a une récente, on a fait l'année dernière avec le CIGREF, qui est l'étude Asterès, et qui montrait en fait que 80% des données aujourd'hui des entreprises européennes sont stockées en fait dans des clouds qui sont américains. Donc ça, c'est une très forte dépendance. Oui. Et on voit bien dans le contexte géopolitique 80%, actuel, vous avez dit. 80%. Alors, on pourrait discuter du chiffre, ça peut être 70, ça peut être 85, mais enfin, on est sur quelque chose qui est de cet ordre-là. Donc là, il y a une dimension qui est gênante parce qu'elle est fragilisante, surtout dans le contexte géopolitique actuel. C'est aussi, ça génère en fait cette dépendance sur les données, le cloud, ça génère une dépendance économique, puisqu'en fait, derrière, ce sont des flux financiers qui partent vers les États-Unis, qui ne sont pas du coup investis en Europe.
ce qui fragilise, en fait, il y a une sorte de chaîne qui s'auto-alimente, c'est-à-dire que le fait d'investir sur des solutions américaines permet de financer de l'innovation, et on n'investit pas, en fait, dans l'innovation européenne. Ouais. On a besoin, en termes de résilience, pour maîtriser nos dépendances, d'avoir à un moment donné des champions européens, pas sur toute la chaîne de valeur, mais sur certains axes, on a besoin d'avoir des champions européens. D'où le fait qu'actuellement, on est beaucoup à en parler, de pouvoir en fait demander à l'Europe qu'elle développe une préférence européenne, ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui, pour pouvoir en fait le levier en fait de la commande publique, c'est un levier important pour pouvoir en fait développer des champions. C'est pas le seul levier, hein, mais c'est un levier important. Et on en parle depuis longtemps quand même de la préférence européenne. On en discutait justement hier lors d'une table ronde avec Andy Yen et Octave Klaba qui ont aussi apporté cette dimension de dire que finalement, c'est deux champions hein, qui ont émergé, mais ils ont donné, pour essayer d'expliquer pourquoi on est arrivé à ce degré de dépendance, ils ont aussi donné une vision un petit peu historique en disant que finalement, après la Seconde Guerre mondiale, on avait donné notre sécurité, notre défense aux États-Unis, et finalement, on a fait la même chose avec le numérique, et avec une perte de confiance, finalement, dans ce qu'on était capable, nous, de faire, et que donc, il n'y avait pas cette préférence européenne, il n'y avait pas ce patriotisme économique qu'on voit peut-être aux États-Unis et en Chine. Comment est-ce que vous abordez, juste pour aller un tout petit peu plus loin dans le diagnostic de pourquoi on en est arrivé là avec un tel degré de dépendance technologique, même si évidemment on dit aussi qu'il y a de belles choses qui sont faites aujourd'hui, mais juste pour essayer de comprendre peut-être au niveau de la mentalité, au niveau de nos actions, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Je crois qu'aujourd'hui, la politique européenne, elle a été principalement, la préoccupation, ça a été de protéger en fait les consommateurs. Il n'y a pas réellement aujourd'hui de volonté de politique industrielle en Europe. Et ça, je crois que c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui, notamment sur le numérique, parce que par exemple, dans le spatial, il y a une politique industrielle, c'est qu'on n'a pas développé une politique industrielle dans le numérique. Donc, ce qu'a fait l'Europe ces dernières années, c'est plutôt réguler, mais pour créer en fait un cadre de confiance sur un marché et essayer de créer un marché unique. On voit que c'est difficile, puisqu'en fait, même quand l'Europe réglemente, les pays derrière surréglementent, et donc finalement, il y a toujours des barrières à l'entrée pour une entreprise pour pouvoir adresser réellement le marché européen de manière unifiée. Donc on reste encore très fragmenté. Donc moi je crois qu'il doit y avoir des évolutions qui sont faites au niveau européen sur les politiques industrielles. Je pense qu'aujourd'hui on n'est pas encore prêt, et même si les différentes crises nous bousculent et on voit qu'il y a une sorte de réveil qui se crée, je crois qu'on n'est pas encore prêt, y compris en France, de dire en fait il nous faut des champions européens, et si le champion il est polonais, c'est une bonne chose. Chaque pays a envie que les champions ils soient de sa nationalité. Et ça, c'est un frein au fait de faire émerger des champions. Donc ça, je crois qu'il y a un changement de mindset important à faire. Après, il y a énormément de choses sur l'Europe qui doit évoluer. Je pense qu'on a une institution qui est difficile aujourd'hui dans ses prises de décision. Là, il y a l'émergence d'un 28e régime qui permettrait en fait d'accélérer, je dirais, le fait d'avoir, je dirais, un marché unique et qui permet aux entreprises d'avoir un marché plus accessible. Donc il y a des choses qui évoluent, mais on voit bien qu'on est obligé de créer un 28e régime parce que l'institution même permet pas aujourd'hui d'avoir l'agilité, l'efficacité qui est attendue par rapport au contexte qui est le nôtre aujourd'hui. L'institution européenne a vieilli, elle a besoin de se moderniser. Alors Hakim, mais ensuite j'aimerais bien avoir la réaction de Joséphine sur les propos de Véronique. Bien sûr, justement, je revenir sur la question historique. Sans aucun doute, il y a une forme de naïveté au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, où la question des alliés était la question centrale de la stratégie industrielle, le partage de la valeur, la chaîne de valeur dans un monde qui se globalisait. Mais quand même, rappelons, et dans la ville du général de Gaulle, le général de Gaulle, en 68, au moment de la question où le nucléaire montait en puissance, a décidé de faire le plan calcul pour permettre justement d'avoir des équipements qui soient souverains. Donc ça veut dire que ce n'est pas un sujet d'aujourd'hui. Le général de Gaulle, à l'époque, était désaligné sur un certain nombre de choses, notamment on n'était pas dans l'OTAN militaire, mais en restant dans l'OTAN politique. Et donc, la conscience française sur cette question de la souveraineté, elle existe. Elle s'est peut-être
adouci dans les années 80-90, effectivement, où là, il y a eu une puissance de frappe de la Silicon Valley qui a amené un certain nombre de technologies qui passionnaient, qui excitaient le rêve commun de se dire le numérique va nous changer, la science-fiction et tout ça. Mais sans aucun doute, la France a été une force de frappe extraordinaire sur la question de la souveraineté. Et la deuxième chose que je voulais dire, et j'en arrête là, sur cette question de la réglementation européenne. Effectivement, l'Europe doit se renouveler dans sa manière de fonctionner, de ne pas être dans une approche de blocage de certains pays sur des stratégies communes, parce qu'évidemment, il y a des antagonismes entre ceux qui pourraient subir un marché commun avec une problématique de déficit de commerce extérieur qui pourrait s'aggraver, et donc il y a une problématique d'antagonisme. Mais on peut dire quand même que le travail que Thierry Breton notamment a mené à travers du DMA, du DSA dans la suite, du DGA et du Data Act, sont des actions fortes de l'Europe. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut que tout à chacun s'en empare pour faire en sorte que ce soit, d'une certaine manière, notre drapeau pour aller sur le combat dans les marchés. Joséphine, et puis ensuite Farida. Oui, je souscris tout à fait, mais je pense qu'il faut revenir à l'origine de la construction européenne. Elle n'a pas été faite pour une montée en puissance progressive des économies européennes, des industries, pour créer des champions dans l'énergie ou dans d'autres secteurs à l'époque. La communauté européenne, lorsqu'elle est construite, elle est pensée pour être un facteur de paix, d'uniformisation progressive des marchés et donc des sociétés pour éviter que les facteurs qui ont mené à la guerre 2 fois au XXe siècle se retrouvent à nouveau. Donc, à partir de là, on est encore sur cette vision très Montesquieu, finalement, des rapports et des interdépendances, qui est de dire si les économies sont interdépendantes, si les relations commerciales sont tellement imbriquées, eh bien, il n'y aura pas de raison ni de possibilité même de se faire la guerre. Et de ce point de vue-là, le pari est réussi. Je crois que à l'échelle de l'histoire et de la géographie, il n'y a jamais eu autant d'années de paix, c'est-à-dire plus de 70 ans, entre autant d'États-nations ou de régions ou de collectivités différentes. Donc c'est une réussite. Mais la création d'industries puissantes ou d'entreprises leaders en Europe n'a jamais été un objectif. Vous mentionniez le général de Gaulle. C'est très intéressant parce que c'est un épiphénomène dans la construction européenne. Pourquoi ? Eh bien parce que, notamment sur la question agricole, le général de Gaulle s'est battu pour qu'il y ait une préférence européenne dans le domaine agricole. Dès que le général de Gaulle a rendu son tablier, eh bien cette préférence agricole sous pression américaine, bien évidemment, puisque ça ne plaisait absolument pas aux Américains, nous étions en dehors des accords du GATT à l'époque, eh bien cette préférence européenne a été lissée. Et cela correspondait également au moment, à ce tournant qu'on peut appeler néolibéral, où il y a peut-être d'autres termes, peu importe, mais de l'Union européenne, qui s'est alignée sur les règles de l'Organisation mondiale du commerce. En se disant finalement la fin de l'histoire, c'est ça, c'est que ces interdépendances économiques et commerciales vont structurer nos rapports et les rapports de puissance n'auront finalement pas lieu d'être. Or, nous n'avons pas, pendant les 30 dernières années, perçu que les seuls acteurs qui respectaient véritablement à la lettre, scrupuleusement, ces règles internationales étaient les Européens. Donc, d'une bonne intention, finalement, la naïveté a prévalu et c'est pour cela qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation critique. Critique pourquoi ? Parce que quand même, le réveil, il est extrêmement tardif. Extrêmement tardif. Et on est encore loin, vous le disiez, on commence à parler de préférence européenne, c'est quelque chose qui a existé, qui a totalement disparu, et même si ça revient dans les discours, notamment de pays nordiques qui étaient extrêmement farouchement opposés, on est encore loin aujourd'hui de la stratégie dont on a besoin, qui est une véritable stratégie de préférence européenne, à distinguer d'un protectionnisme, bien évidemment. On a quelque chose à inventer ici, qu'on a inventé dans le cas agricole dans les années 60, qu'on pourrait inventer aujourd'hui dans beaucoup d'autres secteurs. Alors, l'un des arguments qu'on entend régulièrement, notamment des grandes entreprises qui vont choisir des solutions américaines, c'est qu'il n'y a pas d'alternative
aux hyperscalers américains, ou en tout cas que les alternatives qu'on a sur le territoire européen ne sont pas au niveau en termes de services. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors je vais donc à la question, avons-nous des alternatives européennes aux hyperscalers ? Donc je regarde le public, même si je ne le vois pas avec la luminosité. La réponse est un grand oui. Voilà, donc je voulais quand même m'arrêter dessus. Le problème n'est absolument pas l'absence d'acteurs européens. Le problème est le passage à l'échelle. Je pense que le sujet, j'ai pas dit problème, mais le sujet, c'est l'intensité aussi que doivent mettre les grands donneurs d'ordre sur ce choix justement de dépendance numérique et quels sujets sont plus critiques que les autres. Donc le problème est bien le passage à l'échelle. Nous avons des solutions, nous avons des briques technologiques très solides. Ce qui manque, c'est la massification. Et c'est exactement l'un des axes structurants de la feuille de route donc de notre président, Geoffroy Célestin Urbain, au sein du campus cyber sur 2026-2028. Aider l'écosystème, en consolider l'offre, structurer les écosystèmes, organiser le passage à l'échelle, bien évidemment. Donc le problème n'est pas le talent, le problème est vraiment l'accompagnement au passage à l'échelle, ce que savent très bien faire les Américains, il faut juste le reconnaître et se mettre en ordre de marche. Et mon mot de la fin, parce que je vois le temps qui court, donc je vais faire court, le mot de la fin, je dirais que la préférence européenne, il faut peut-être moins en parler et plus le faire aujourd'hui. Oui. Voilà. C'est d'ailleurs un message qui a aussi été porté ce matin par Geoffroy Célestin Urbain. On a une cohérence, je vous rassure. Oui, effectivement, mais qui a lancé aussi un appel Absolument. pour qu'on se mette en action. Peut-être cette question, on en a parlé, la dépendance technologique, c'est finalement faire le choix de ces dépendances. Comment est-ce qu'on maîtrise les dépendances aujourd'hui concrètement ? Alors il y a beaucoup de choses, encore une fois, qui ont déjà été dites aujourd'hui, mais comment vous abordez cette question, Hakim ? Alors, maîtriser ces dépendances, c'est d'abord, effectivement, ça a été évoqué, c'est de regarder avec attention ce qu'est la chaîne de valeur et les objectifs qu'on veut donner et la qualité de service qu'on veut apporter. Ça, c'est vraiment un enjeu. C'est aussi l'enjeu qu'on partage à l'ARCEP, c'est que cette chaîne de valeur, même si nous n'intervenons pas dans tous les segments de la chaîne de valeur, on regarde quand même ces questions. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, la France est leader sur la question du fibrage de son territoire. Le plan France très haut débit, qui a aujourd'hui 10 ans, a permis de fibrer le territoire à quasiment 95% et permet d'avoir une connectivité assez résiliente, assez robuste, permettant des usages nouveaux. On se pose aujourd'hui la question de quel impact aura le satellite, notamment avec des acteurs comme Starlink qui sont sans commune mesure des géants du marché. Et nous, étant neutres, on regarde les choses avec attention et on se dit de quelle manière l'arrivée de Starlink sur le marché européen, sur une technologie qu'on appelle le D2D, ça veut dire que vous pourriez téléphoner avec un téléphone connecté au satellite directement, le fait de switcher la question des réseaux fixes peut être un acte de non-souveraineté. Et donc, au fond, la question pour nous de quelle manière préserver notre souveraineté, c'est monter en maturité, ça a été évoqué à plusieurs reprises, nos entreprises, c'est d'avoir ce rêve qui doit devenir une réalité, parce que c'est ce qui est aujourd'hui sur les rails, ce Small Business Act que nous attendons tous d'une certaine manière, que les Américains ont construit au travers de leur DARPA, et qui donne une force particulière à l'accès à la commande publique, à l'accès au marché, à créer une masse critique pour les entreprises au niveau de leur capacité à vendre. Et donc c'est ça le sujet, c'est que de repérer toute la chaîne de valeur, regarder les segments, et ça a été très bien évoqué par toi tout à l'heure, les segments sur lesquels on sera absolument leader, et on a parlé du quantique précédemment, et on a des super gars sur le quantique aujourd'hui qui ont une capacité sur du hardware à être fort. On invente les usages, notamment la question du chiffrement post-quantique. Il faut qu'on reste là-dessus et qu'on ne se laisse pas avoir par une éventualité de revente ou de prise en main de nos technologies et de ces actifs qui, demain, deviendront des facteurs de souveraineté. Mais peut-être pour maîtriser ces dépendances, il faut l'articuler à partir de deux niveaux. Je pense qu'il faut l'articuler au niveau des États
et donc là, au niveau Europe. Je crois que il y a 2 ans, le rapport Draghi avait donné quand même une ligne directrice assez claire, qui n'est pas réellement aujourd'hui mis en opération, mais on avait des segments. Je reviens sur le fait qu'il faut qu'on ait, on ne pourra pas, je dirais, être leader sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc il faut choisir des chaînes de valeur où on va être leader, ce qui nous donnera un rapport de force, parce que là, on vit dans un monde de rapports de force, donc il faut être capable de pouvoir mener des négociations, et pour ça, il faut être musclé dans certains secteurs. Donc ça, le rapport Draghi avait fléché, il y a l'IA, il y a le quantique, il y a la santé, on a des atouts en Europe. Donc ça, c'est au niveau des gouvernements et à l'échelle européenne, être en capacité d'avoir des politiques, une vision industrielle forte. Au niveau des organisations, c'est important que chacun soit en capacité d'analyser et maîtriser ses risques également. Donc là, on a lancé il y a quelques mois une initiative avec un indice de résilience numérique qui est plutôt aujourd'hui orienté pour les grandes entreprises, mais qui va certainement se décliner derrière pour les ETI et les PME, et qui permet, c'est un outil qui permet de diagnostiquer en fait ces dépendances, et qui permet derrière de pouvoir prendre des décisions. Et ça, c'est au niveau d'une organisation, d'ailleurs publique ou privée. C'est une initiative qui est portée par la Caisse des dépôts et consignations. Et j'invite en fait les acteurs ici, si vous ne connaissez pas cet indice de résilience, à aller le télécharger et à faire votre propre analyse. Alors, Hakim, vous avez évoqué les prochains virages technologiques. Je vais d'abord me tourner vers Farida, mais comment on fait justement pour faire en sorte de ne pas rater d'autres virages technologiques, et peut-être quels sont ceux que vous avez identifiés? Merci beaucoup pour cette question, parce que souvent on pense que ces sujets-là sont un sujet d'investissement. Donc c'est le cas, mais je pense que ce n'est pas seulement une question d'investissement, c'est une question aussi d'infrastructure collective. D'ailleurs, notre feuille de route prévoit des plateaux techniques, notamment un plateau dédié à l'IA et au quantique, donc évidemment appliqué à la cyber. Un plateau aussi dédié à la lutte contre la manipulation d'informations, par exemple, pour répondre à votre question. Et pourquoi on fait ça? Parce que ma conviction, c'est qu'un pays isolé ne peut plus porter seul les ruptures technologiques. C'est bien ensemble, en Europe, qu'on doit y aller. Nous devons mutualiser les capacités de recherche, de test, d'expérimentation, très important. Donc pour ne pas rater le prochain virage, je pense qu'il est nécessaire, urgent, de créer aujourd'hui les infrastructures qui permettront de le prendre, voilà, de bien le prendre. Et c'est d'ailleurs une des missions que l'on mène avec les équipes du campus cyber, dans le cadre du triennal de la nouvelle présidence. Merci Farida. Hakim, sur cette question des virages technologiques. Alors, c'est un peu compliqué parce que je n'ai pas de boule de cristal. Et l'ARCEP doit gérer la réalité de maintenant pour préparer l'avenir. Mais néanmoins, effectivement, sur les virages technologiques, qu'il ne faut pas rater, on l'a évoqué sur le quantique, la question de la capacité à nos territoires, qui sont quand même les jalons, d'une certaine manière, de la stratégie nationale, sur les sujets de data, notamment, la question du edge computing, de quelle manière le edge computing peut être un facteur de réussite d'une IA qui soit une IA utile, une IA loyale, une IA qui soit éthique, et éviter d'aller chercher des données qui soient des données altérées ou en tout cas dirigées ou biaisées. Et moi, je crois beaucoup à la donnée territoriale. À une époque, je l'évoquais avec Alexa quand on préparait, j'avais, dans un rapport qu'on avait remis à Axel Lemaire et à Emmanuel Macron, en 2015, on avait pensé, et d'ailleurs dans la salle, il y a des acteurs territoriaux qui ont travaillé avec moi là-dessus à l'époque, et on avait pensé à une compétence préparation de la donnée, vous savez, dans ce qu'on appelle le CGCT, qui est le truc qui sert à donner les compétences à chaque collectivité et administration. Et on avait dit, il faut qu'on ait cette compétence préparation de la donnée pour organiser dans chacun des territoires une capacité d'agrégation de la donnée, de la collecte, la sécurisation, la normalisation, standardisation, jusqu'à la mise à disposition. Et ça, c'était fondamental parce qu'on voyait bien, et à Lille, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, il y a 18 ans, on lançait le campus cyber, et donc on savait ces risques, ces vulnérabilités qui émergeaient même avant l'automatisation. Et cette compétence aurait permis d'abord de créer une maturité et d'inventer d'une certaine manière des gouvernances territoriales de la donnée qui aujourd'hui nous auraient aidés. Ça ne peut plus exister. Par contre, aujourd'hui, la question de l'agrégation de la donnée, la question du big data,
tel qu'on l'envisage dans nos stratégies territoriales, il y a des acteurs aujourd'hui qui travaillent sur ce sujet, doit être lié à nos territoires. Ça, vraiment, j'y crois. Je pense que impliquer les territoires dans la compétence d'agréger la donnée au service du territoire, mais aussi au service du national, est absolument fondamental pour réussir. Évidemment, ce qui est là aujourd'hui, l'IA générative, l'IA agentique, mais aussi le quantique. Et la robotique aussi, on en parle peu. Et la robotique, oui, Parce qu'on en parle peu, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Véronique. Peut-être en complément, parce que je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est peut-être ce qui est important, c'est le jeu collectif. Donc le jeu collectif au niveau déjà national. On a lancé une initiative, et le campus cyber fait partie de cette initiative, qui s'appelle l'Équipe de France du numérique. Aujourd'hui, en France, il y a un peu plus de 100 organisations qui adressent le sujet du numérique. 100 organisations, c'est beaucoup. C'est à la fois une grande richesse, puisqu'il y a des spécialistes. Ici, il y a beaucoup d'organisations qui sont présentes et qui représentent le monde de la cyber, mais vous avez la même chose dans le cloud, dans l'IA, vous avez les territoires. Chaque territoire dispose de clusters dans le numérique. Donc, ça fait tout un écosystème qui est riche, mais qui est finalement atomisé. Donc on l'a dit à plusieurs reprises, on doit passer à l'échelle. Donc le jeu collectif déjà au niveau français, donc on a créé ce collectif qui est l'Équipe de France du numérique, puis le jeu collectif au niveau européen. Aujourd'hui, on a du mal à se coordonner avec nos amis européens. On n'a pas tous la même vision du mot de souveraineté. D'ailleurs, on le voit bien en septembre dernier quand on était au sommet franco-allemand sur la souveraineté. On ne parle pas exactement des mêmes choses. Moi, mon homologue allemand s'appelle Bitkom. Quand je discute de ces sujets-là, on voit bien qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose. Donc, on a besoin de faire jeu collectif au niveau européen, et c'est ce qu'on essaye de faire Numéum aujourd'hui, en travaillant avec l'ensemble de nos homologues. Il y a un momentum qui va être important là cette année, puisque cette année, la France a la présidence du G7. Oui. Ce qui fait que nous avons la présidence du Tech7, qui est le collectif des organisations professionnelles du numérique des pays du G7. Et donc, il y a un momentum où on va pouvoir faire quelque chose avec les Européens, mais aussi au niveau international, pour faire valoir notre vision, je redis, sur la compétitivité, la résilience, mais aussi la responsabilité. C'est un axe qu'il ne faut pas sous-estimer. Voilà, nous arrivons à la fin de cette table ronde, mais peut-être en une phrase rapidement. Est-ce qu'il y a vraiment un message que vous souhaiteriez que la salle retienne, parce que vous étiez nombreux autour de la table, un message que vous souhaiteriez que les personnes dans la salle retiennent de cette table ronde? Joséphine. Écoutez, je pense qu'on a dit beaucoup de choses essentielles. Il y a un message politique quand même à faire passer aujourd'hui, parce qu'on pourra se démener sur tous les secteurs, créer des petits champions et essayer de les aider à passer à l'échelle. Mais si on n'a pas une réflexion, vous parlez de collectif, mais véritablement politique aujourd'hui, c'est-à-dire un courage politique au niveau européen, qui s'expliquerait comment? Eh bien, ce serait simplement de dire on n'y arrivera pas seul. Nation par nation, c'est impossible. Vous avez les États-Unis, vous avez la Chine sur d'autres sujets, vous avez la Russie. Bref, vous avez des mastodontes qui font bloc parce que ce sont des États-nations. Et au milieu de tout ça, vous avez les Européens qui sont 27 individualités différentes avec un marché intérieur inachevé. Alors, le saut fédéral, on n'y est pas et les opinions publiques n'y sont pas, donc il faudra trouver un autre moyen. Mais il y a un choix politique à faire, qui est le choix de la solidarité européenne. Aujourd'hui, ce n'est pas une question d'humanisme ou même d'idéologie, c'est un choix pragmatique. Si nous ne sommes pas solidaires entre Européens, je ne sais pas si ça doit être à 27, à 19, à 12, peu importe, nous ne passerons pas à l'échelle sur aucun sujet, et le corollaire de ça, c'est qu'il faut prendre des risques. Et l'Europe a été assez frileuse depuis sa création sur la prise de risques. Brièvement, qu'on puisse faire un petit tour de table. Moi, je dirais que l'enjeu n'est pas seulement de devoir arbitrer entre différents types de dépendances, mais surtout et aussi de transformer la manière dont nous les abordons. Et ça passe par plusieurs leviers. Le premier, c'est d'inclure absolument le citoyen, les populations dans cette résilience. Et puis peut-être de penser davantage en termes de souveraineté cognitive au niveau européen. Et je conclurai par cette citation d'Isaac Asimov, donc scientifique et auteur de science-fiction, qui disait que pour convaincre, la vérité ne suffit pas. Merci beaucoup. Farida, peut-être en une phrase, le message clé que vous souhaitez faire passer? Oui, un des messages clés, ce serait dépêchons-nous, allons-y, soyons dans l'action, parce que les attaquants ne nous attendent pas.
Et donc, imposons cette massification de la réponse européenne. Hakim, et puis ensuite Véronique, ce sera le mot Oui, de la fin. moi, rapidement, j'ai trop parlé, donc je vais aller très vite. Je pense que ne soyons pas angoissés par nos éventuelles vulnérabilités, mais ayons confiance en nous. Très bien. Et Véronique, Alors du coup, on vous laisse le mot de la fin. Le jeu collectif. Le jeu collectif. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir tous très chaleureusement. Merci de nous avoir rejoints. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais vous demander de rejoindre la salle. Merci infiniment. Merci beaucoup.